Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour parler noyau et image d'un endomorphisme. Alors pour ça on va partir d'un endomorphisme de R2 dont la définition est à l'écran. Alors qu'est-ce que c'est qu'un endomorphisme? Eh ben, tu te rappelles sans doute qu'un endomorphisme c'est une application linéaire d'un espace vectoriel E dans lui-même et donc qui a tout vecteur U de E associe un vecteur F de U. C'est une application linéaire, donc elle vérifie les choses suivantes. C'est-à-dire que pour tout couple U et V de vecteurs de E, f de U plus V c'est égal à f de U plus f de V. Et puis pour tout scalaire lambda et puis tout vecteur U, l'image de f de lambda U est égale à lambda f de U. Donc reprenons l'endomorphisme qu'on avait au départ. Donc tu pars d'un vecteur U de coordonnées x1, x2 et tu obtiens le vecteur f de U dont les coordonnées sont écrites ici. Alors on va regarder comment se calculent les coordonnées d'un vecteur de la base canonique, donc E1, de coordonnées 1, 0, vecteur de la base canonique de R2. Alors pour calculer f de E1, eh bien, il suffit d'appliquer les relations qui sont écrites. Donc, x1 est égal à 1 et x2 est égal à 0. Et tu vas obtenir, donc, f de E1 est égal à 1,5, point virgule, moins 1. Donc, si tu veux te représenter le vecteur f de E1, il est un peu comme ceci. Voilà, ça c'est f de E1. Alors pour l'autre vecteur E2 de la base canonique, donc E2, coordonnées 0, 1, eh bien on va faire la même chose, donc f de E2 c'est égal à, on remplace x1 par 0 et x2 par 1, donc ça va faire moins 3 et 2. Voilà, et donc on peut aussi se représenter E2 comme ceci, et puis du coup f de E2, coordonnées moins 3, 2, tu peux te le représenter comme cela. Voilà. D'accord? Donc voilà un petit peu comment fonctionne cet endomorphisme. Alors on va aller voir sur une animation ce qu'on peut observer à propos de l'endomorphisme F. Donc ici le vecteur U est en rouge, donc on le fait varier dans R2, et le vecteur F de U obtenu est représenté en vert, et tu peux suivre l'évolution de f de U lorsque U décrit R2. Alors ce que je vais te demander, c'est de bien te concentrer sur f de U et d'observer attentivement tous ces vecteurs f de U. Parce que tu as sans doute remarqué une chose, c'est qu'en fait tous les vecteurs f de U sont collinéaires les uns aux autres. Et là, ce que tu vois justement, c'est ça, im de f, c'est l'image de l'endomorphisme f. C'est l'ensemble de tous les f de U lorsque U décrit R2. D'accord? Donc voilà, si tu veux avoir une représentation de ce qu'est im de f, c'est l'ensemble de tous les f de U lorsque U décrit R2. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons regarder comment on peut obtenir des informations un peu plus précises sur im de f. Alors revenons à notre endomorphisme de tout à l'heure, et déjà commençons par écrire donc que l'image de f, c'est-à-dire im de f, c'est quoi im de f? Eh bien c'est ce qu'on vient de voir précédemment. Im de f, c'est l'ensemble de tous les f de U lorsque U décrit R2, lorsque U décrit l'espace de départ, ici R2 en l'occurrence. Donc on va prendre un vecteur U de coordonnées x1, x2 dans la base canonique, et eh bien on va déjà réécrire que f de U c'est donc 1,5 x1 moins 3x2 point virgule, moins x1 et plus 2x2. Alors ce que je te propose, c'est que ça, on le réécrive un tout petit peu différemment, de façon à séparer en quelque sorte x1 et x2. Donc ça s'écrit aussi
f de u est égal à, alors, x1 qui va multiplier le vecteur 1,5 moins 1, plus x2 qui va multiplier le vecteur moins 3, 2. Alors ça, c'est intéressant parce que quoi? Parce que en fait, ça raconte que le vecteur f de u, c'est une combinaison linéaire de deux autres vecteurs, le vecteur 1,5 moins 1 et le vecteur moins 3, 2. Oui, mais sauf que 1,5 moins 1 et moins 3, 2, eux-mêmes, ils sont collinéaires entre eux, puisque le deuxième, c'est l'opposé du double du premier. Donc, on peut même écrire que c'est x1 moins 2x2 que multiplie le vecteur 1,5 moins 1. Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça nous dit la chose suivante. Ça nous dit que im de f, qui est l'ensemble de tous les f de u, donc im de f, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme x1 moins 2x2, 1,5 moins 1. C'est-à-dire, c'est l'ensemble, en quelque sorte, des vecteurs où x1 et x2 décrivent R2. Donc ça veut dire que c'est l'ensemble des vecteurs collinéaires à 1,5 moins 1. C'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ce vecteur-là. Alors ça, en mathématiques, souvent, on le note vect de 1,5 moins 1. D'accord? C'est en fait un sous-espace vectoriel de R2 qui est engendré par un vecteur, le vecteur ici en l'occurrence de coordonnées 1,5 moins 1. Alors, quand un sous-espace vectoriel est engendré par un seul vecteur, on parle de droite vectorielle. Donc c'est la droite vectorielle dirigée ou engendrée par le vecteur 1,5 moins 1. Voilà ce que c'est im de f. D'accord? Donc du coup, je te propose d'aller revoir sur l'animation précédente im de f, et tu vas constater qu'effectivement, im de f, si tu comptes un petit peu les carreaux en quelque sorte, im de f est dirigé par le vecteur 1,5 moins 1, c'est-à-dire 1,51 moins 1 fois le vecteur E2. Alors une petite remarque quand même, je ne sais pas si tu t'es aperçu de ça, tout à l'heure dans l'écriture, on a fait apparaître le vecteur f de E1 et f de E2. Alors du coup, ça peut donner aussi une autre idée pour approcher im de f, c'est-à-dire que im de f, finalement, c'est le sous-espace vectoriel engendré par f de E1 et f de E2. On aurait pu aussi partir comme ça, en disant im de f, c'est sous-espace vectoriel engendré par f de 1 et f de 2, donc c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs, c'est-à-dire x1 que multiplie 1,5 moins 1 plus x2 qui multiplie moins 3, 2, où x1 et x2 sont des réels. Mais comme ces deux vecteurs f de 1 et f de 2 sont collinéaires entre eux, on pouvait même simplifier et revenir à ce qu'on avait obtenu. On finit aussi par obtenir que c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur moins 1,5, 1. Voilà, c'est une autre façon d'approcher im de f, une autre méthode, d'accord? Im de f, sous-espace vectoriel engendré par f de 1 et f de 2. Alors très bien, alors maintenant on va aller à la rencontre du noyau, ker de f. Alors qu'est-ce que c'est que ker de f? Qu'est-ce que c'est que le noyau? Alors tu sais sans doute que lorsque u est égal à 0, f de u est égal à 0. Toutes les applications linéaires sont comme cela. L'image du vecteur nul est égale au vecteur nul. La question c'est, est-ce qu'il n'y a que lui? Est-ce qu'il n'y a que le vecteur nul qui a pour image le vecteur nul? Alors on va utiliser le logiciel de géométrie dynamique pour essayer de comprendre quels sont les vecteurs qui sont dans ker de f. Donc je fais varier u et j'observe f de u. Je vais te demander d'observer f de u, et tiens, on vient de passer devant quelque chose, on vient de passer devant f de u égale 0, bien que, regarde, mon vecteur u n'est pas égal au vecteur nul, et pourtant, f de u, lui, est égal au vecteur nul. Donc j'ai obtenu un vecteur non nul, dont l'image est nulle, et le vecteur nul. Alors tiens, voilà un autre, voilà. J'ai obtenu une deuxième fois f de u égale vecteur nul. Tiens, ici aussi, j'arrive à obtenir f de u égale vecteur nul. Donc,
apparemment, quand le vecteur U est un peu collinaire au vecteur que je te montre là à l'écran, voilà, j'arrive à, en quelque sorte, régler mon vecteur U pour avoir f de U vecteur nul égale 0. Je ne sais pas si tu vois quelque chose, mais on dirait qu'on obtient encore des vecteurs collinéaires. Tous les vecteurs U qui font que f de U est égal à 0 ont l'air d'être collinéaires. Alors, effectivement, je vais te montrer ce que c'est ker de f. Ker de f, eh ben, c'est cet ensemble-là, c'est cet ensemble de vecteurs-là. C'est-à-dire que un vecteur U appartient à ker de f si et seulement si f de U est égal à 0. Regarde, quand le vecteur U n'est pas sur ker de f de U n'est pas le vecteur nul, et inversement, si le vecteur U est dans ker de f, alors f de U est égal à vecteur nul. Voilà, f de U est égal à vecteur nul. D'accord? Donc ce qu'on va faire, on va essayer de revenir à notre feuille pour essayer d'avoir des informations sur ker de f. Donc, qu'est-ce que c'est que le noyau? Qu'est-ce que c'est que ker de f? Le noyau d'une application linéaire, le noyau d'un endomorphisme, ici en l'occurrence, déjà c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble de l'espace vectoriel de départ. Ici, ça va être un sous-espace vectoriel de R2. Donc, ker de f, qu'est-ce que c'est que ker de f? Ker de f, c'est l'ensemble des vecteurs U tel que f de U est égal à 0. Si tu veux dire qu'un vecteur U appartient à ker de f, c'est équivalent à dire ici que f de U c'est égal au vecteur nul de R2. Donc je prends, comme tout à l'heure, un vecteur U de coordonnées x1, x2. Qu'est-ce que ça signifie que ce vecteur est dans ker de f? Eh bien, ça signifie donc que son image par f est égale au vecteur nul. Alors très concrètement, ça veut dire que 1,x1 moins 3x2 et moins x1 plus 2x2, c'est égal à 0, 0, c'est-à-dire vecteur nul de R2. Et ça équivaut à dire donc, première coordonnée, que 1,5 x1 moins 3x2 est égal à 0, mais aussi que moins x1 plus 2x2 est égal à 0. Voilà. Mais si tu observes attentivement ces deux équations, tu vas t'apercevoir qu'elles sont proportionnelles. Donc finalement, ça revient à dire tout simplement que moins x1, donc moins x1 plus 2x2 est égal à 0. Ce qu'on peut écrire aussi sous la forme x1 égale 2x2. Donc finalement, ça va nous donner une information importante sur ce qu'est ker de f, le noyau de f. Donc si tu veux, ça veut dire que ker de f, c'est l'ensemble des vecteurs U dont les coordonnées sont de la forme x1, x2, c'est-à-dire 2x2, x2, où x2 est un nombre réel. Alors, on peut aussi tu peux aussi, et d'ailleurs je te conseille de le présenter aussi comme ça, c'est-à-dire que c'est égal à l'ensemble des vecteurs de la forme x2 fois le vecteur de 1, où x2 est un nombre réel, parce que ça raconte que c'est donc l'ensemble des combinaisons linéaires du vecteur de 1, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur de 1. Donc encore une fois, c'est exactement comme tout à l'heure, sauf que c'est pas le même vecteur. C'est ker de f ici, c'est aussi une droite vectorielle, et c'est la droite vectorielle engendrée par le vecteur de coordonnées de 1. Et d'ailleurs, je te propose, comme tout à l'heure aussi, de retourner voir ker de f. Voilà, observe bien ker de f, et tu vas voir que ker de f, c'est bien la droite vectorielle qui est engendrée par le vecteur de 1, comme tu peux t'en apercevoir. Elle est engendrée par le vecteur de coordonnées, le vecteur 2e1 plus une fois e2. Voilà pour ker de f, d'accord? Donc c'est aussi une droite vectorielle. Alors, juste pour terminer, un petit commentaire sur ce qu'on a obtenu. Donc, on a obtenu im de f, c'est une droite vectorielle.
Une base de im de f, c'est le vecteur 1,5 moins 1, donc sa dimension, c'est 1 à im de f. Et pareil, ker de f est de dimension 1, puisque une base de ker de f, c'est le vecteur de 1. Donc quand tu additionnes leurs dimensions à im de f et à ker de f, bah, tu obtiens 1 plus 1, et c'est égal à 2. Et puis bah, justement, 2, c'est aussi la dimension de l'espace de départ, c'est-à-dire c'est aussi la dimension de R2. Alors ça, tu vas le voir, ou tu l'as peut-être déjà vu avec ton professeur, c'est une illustration de ce qu'on appelle le théorème du rang. Voilà, c'est exactement une illustration du théorème de rang.